c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Twi TV et en simultané sur Watt FM pour votre émission Le Tribunal de l'actualité. C'est le plus grand rendez-vous de l'information d'ici et d'ailleurs et je suis Serge Kaboré, celui-là même qui préside ce tribunal en ce jour 13 juillet 2022 et comme il est de coutume, je suis accompagné par les juges au siège à qui nous disons bonjour. Juge Vaha. Bonjour, juge plutôt président Kaboré, bonjour juge Inoussa Ouedraogo, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Président, bonjour, juge Vaha, bonjour, téléspectateurs, auditeurs, bonjour. Pour la troisième convocation de la semaine, 3 sujets ont été enrôlés. Nous aborderons en premier point le projet de décret portant conditions et modalités de nomination dans les fonctions techniques. En seconde partie d'émission, il sera question des précisions apportées sur les zones d'interdiction de circulation d'engins motorisés au nord du Burkina. Et enfin, il sera question de l'évolution de l'affaire d'arrestation des 49 militaires à Bamako, au Mali. Voici planter le décor et c'est parti pour les avant-propos. Juge Vaha, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation ? Oui, merci Président. Ce qui retient mon attention pour cette convocation et plutôt en termes d'avant-propos, c'est ce qui nous a été sorti comme statistique récemment et je pense que c'est donc des projections qui ont été faites par l'ONU et qui nous fait savoir que l'Inde va détrôner la Chine en 2023 pour devenir donc le pays qui compte le plus d'habitants dans ce monde-là. Et quand on regarde, on dit que la planète va compter 9,7 milliards d'habitants en 2050. Pour ce qui est de notre continent, on va doubler d'ici là, parce qu'on a l'un des taux de fécondité aussi de natalité les plus élevés. Pour ce qui est de l'Europe, de l'Amérique du Nord, il n'augmentera que de 0,4%. Maintenant, quand vous regardez, c'est un peu étonnant qu'on nous parle de l'Inde, qui très rapidement comme ça va dépasser la Chine, qui en matière de population quand même est ce qu'on pourrait appeler une référence. Mais quand on regarde, c'est plutôt vers nous que la critique est beaucoup plus axée. Je parle du continent, pour la dangerosité que pourrait constituer nos proportions en termes de natalité et tout, par femme. Mais en même temps, c'est difficile de ne pas se poser aussi quelques questions. On a l'une des populations les plus jeunes de cette planète-là, ce qui, de la vie de tout le monde, est quoi qu'on dise aussi porteur à la fois d'espoir, de possibilités et d'opportunités, pour peu qu'on sache y mettre la méthode pour pouvoir en faire un avantage. Maintenant, il y a aussi la réalité que même si on ne veut pas rentrer dans la profondeur de certaines analyses, on veut être dans le béaba des choses. Je pense que le nombre est d'abord une force. Et quand vous regardez, au fond, il y a aussi des sociétés occidentales qui sont en train de craindre du fait de leur population à la fois vieillissante et presque disparaissante, parce que quand vous regardez, les populations ne font qu'aller comme peau de chagrin. Donc, et ce sont encore, c'est notre migration qui va créer un genre de métissage et qui fait une autre société. Donc c'est ça aussi la réalité, l'évolution du monde dans lequel nous sommes. Et en même temps, il y en a qui se disent, mais quand on regarde même sur le continent, les plus forts économiquement, c'est quoi? Je pense le Nigeria et puis l'Afrique du Sud. C'est vrai que l'Afrique du Sud, ils sont à combien? 59, 60 millions d'habitants. Le Nigeria, c'est un peu plus de 200 millions. Quand vous regardez, c'est un vaste marché, parce que quand on parle de population, c'est de ça qu'il s'agit. Ça veut dire en même temps vaste marché. Donc, est-ce que c'est un frein? C'est vrai, ça, il faut le dire de façon très claire. Lorsque vous avez une bonne frange de votre population qui doit être supportée par une autre frange qui, elle, ne s'en sort pas, c'est vraiment un frein au développement. Mais comment est-ce que cela peut être transformé en opportunité? Je pense que c'est ce que souvent aussi nos autorités là doivent essayer de regarder. Ce qui est intéressant, on a eu par exemple pour ce qui est du Burkina Faso, notre 5e RGPH, recensement, comme on nous a donné les chiffres et qui donne la constitution et les fragments qu'on a à l'intérieur, avec une population qui est très jeune et une population qui essentiellement est en milieu rural. Ça donne pour moi, ça enseigne sur les choix à faire pour que cette jeunesse-là
ne soit pas quelque chose qu'on ratera, mais soit l'opportunité qu'elle représente. Donc pour moi, la question n'est pas de voir tout comme un danger, mais de se dire, relativement à cette opportunité, comment est-ce qu'on en tire le meilleur parti. Donc, et quand on regarde ce que nous avons comme chiffre partagé récemment, et quand on regarde les projections faites par l'ONU, ça veut dire que ce n'est pas demain la veille la réduction des naissances chez nous. Parce qu'on va doubler d'ici 2050. Mais qu'est-ce qu'on fait? Je crois que c'est la bonne question qu'il faut se poser. Et quand on regarde l'Inde, et comme la Chine aussi, qui sont des pays dans lesquels, quand vous regardez, il y a un gouffre. Parce qu'il y a l'extrême richesse et l'extrême pauvreté. On peut se dire qu'on pouvait tirer les leçons de ces nations-là en termes d'évolution. Donc tout est dans la main de nos décideurs, tout est dans la main de nos autorités qui doivent regarder les chiffres qu'on nous donne, la photographie de ce que sont nos populations, la typologie de la composition de cette population-là, et puis faire les meilleurs choix. Mais très souvent, on a l'impression que quand on arrive aux élections, on n'en tient pas forcément compte. Alors, Juge Ouedraogo, qu'est-ce qui retient votre attention ce matin? Je voudrais m'intéresser au lycée Philippe Zenda Kaboré, qui est le plus grand lycée du Burkina. L'année dernière, ce lycée a été fermé, tambour battant, contre vents et marées. Et les autorités à l'époque avaient indiqué que ce lycée sera à nouveau rouvert pour l'année scolaire 2022-2023. Quelle ne fut notre grande surprise la dernière fois de voir le ministre en charge de l'éducation nationale indiquer que l'état des travaux ne permettait pas qu'on puisse faire la rentrée dans ce lycée-là cette année et que c'est l'année prochaine que ce lycée sera disponible. Ça pose problème parce que il faut bien constituer les responsabilités. L'année dernière, une entreprise a été commise pour faire les travaux. Est-ce que c'est cette entreprise-là qui a fauté? Est-ce que c'est cette entreprise qui n'a pas respecté les délais? Ou est-ce que c'est l'administration publique qui n'a pas mis les moyens à disposition de cette entreprise-là? En tout cas, des responsabilités doivent être situées. Dans nos pays, on est habitué à ce genre de fête-là, qu'on se fixe des délais, on donne les moyens, mais à l'arrivée, parce que certains n'ont pas fait leur travail, tout le processus se retrouve bloqué. Et pour moi, il y a nécessité de situer les responsabilités sur ce retard au niveau du lycée Philippe Zenda Kaboré. Certainement que quelqu'un n'a pas fait son travail. Et on a toujours dénoncé l'impunité grandissant dans notre pays. Tant que chacun fera ce qu'il veut, comme il veut, dans les délais qu'il veut, bien entendu, on tire toujours le pays vers le bas. Donc pour moi, il faut situer rapidement les responsabilités. Si c'est l'entreprise qui est fautive, qu'on puisse la sanctionner conformément donc aux lois du Burkina. Si c'est l'administration qui est fautive, ça veut dire qu'il y a des responsables, il y a des personnes qui ont été commises à la tâche et il faut situer les responsabilités et éviter surtout que ce genre de choses n'arrivent parce que perdre encore une année scolaire quand on connaît l'importance de ce lycée-là, et à Ouagadougou notamment, on se pose des questions. Donc c'est une occasion d'interpeller les autorités sur la nécessité et l'urgence de situer les responsabilités. Sinon, il y a de fortes chances qu'à l'orée de la rentrée 2023-2024, qu'on soit toujours dans la même situation. D'accord. Premier sujet enrôlé pour la 3e convocation de la semaine. On le sait, le ministère en charge de la fonction publique a organisé un atelier de validation sur le projet de décret portant sur les conditions et modalités de nomination dans les fonctions techniques. Ça semble être la porte ouverte vers une dépolitisation de l'administration. Quel est votre regard, juge Vaha? Non, je ne dirais pas porte ouverte, c'est même ce qu'il y a en ligne de mise, c'est l'objectif final, arriver à ce qu'on ait moins, parce qu'en la matière, tout ce qu'on peut se résorber, ce n'est pas annihilé de façon totale, c'est faire de sorte à ce qu'on ait moins le penchant politique qui soit celui-là qui pèse dans la décision
pour des compétences reconnues et qui devraient être donc arrimées à un poste. Je crois que c'est ça la dynamique qui est enclenchée. Et je pense que les échanges, c'est jusqu'au 14 juillet. Donc on y est encore. C'est une dynamique qui n'a pas commencé aujourd'hui, parce que quand vous regardez pour la télé, il pose déjà un préalable. C'est celui d'un constat fait depuis 2015 qui fait état de ce que dans notre administration, il y a ces penchants-là qui sont très forts, où on regarde à travers le prisme du rapprochement politique et de la vision partagée sur certaines questions pour les faire impacter dans les choix que nous avons, alors qu'on devrait être dans la dynamique de la méritocratie. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Donc lorsqu'on est tous d'accord, et c'est ce que révèlent d'ailleurs les résultats de ce qu'ils ont présenté concernant 2015, lorsque celui-là est ressenti ainsi par la plupart des Burkinabés, ça veut dire qu'il faut corriger la chose. Et c'est dans cette dynamique-là qu'ils sont. Maintenant, quelle est la méthode et puis comment est-ce qu'on y arrive? Je pense que c'est ce sur quoi la réflexion est en train d'être menée. Parce que n'oublions pas que c'est dans un... on est quand même aussi sur un terrain, je ne dirais pas glissant, mais qui est quand même assez sensible. Comment, dans ce cas de figure, ne pas avoir l'impression à un moment donné que celui qui a le mérite, parce qu'il est du même bord que certains qui ont décidé, les uns et les autres ne penseraient pas qu'en définitive, ça a été ce rapprochement-là idéologique qui ait fait le choix final. Donc, on est sur un terrain où il faut savoir encadrer, il faut savoir donner les indicateurs qui doivent permettre de déterminer à la fin comment est-ce que ce soit le mérite qui prime. Mais ça, je pense que c'est un exercice qui n'est pas simple. Et puis n'oublions pas aussi que même quand on finit ça, il y a toujours je sais, toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Donc souvent, ce que vous voulez faire, parce qu'il faut une question de bonne foi, il faut qu'on ait dans notre administration aussi la question je ne dirais pas seulement du mérite, mais le travail bien fait qui soit promu, l'envie de servir l'État qui soit promu. Sinon, malgré les textes, les gens trouveront les voies et moyens de pouvoir faire exprimer leur penchant et leur choix, tant qu'ils n'ont pas envie de servir vraiment la nation. Alors, la politisation de l'administration est une triste réalité au Burkina Faso. Est-ce que vous pensez que le changement des modalités de nomination dans les fonctions techniques pourrait permettre de venir à bout du phénomène? C'est vrai, c'est un phénomène qui a la peau dure. Nous avons hérité d'une administration de type colonial, où pendant longtemps, lorsque vous êtes promu à un poste, c'est vous le chef, c'est vous le patron, c'est vous le naba, comme on le dit de façon triviale chez nous. Vous faites ce que vous voulez. C'est les autres qui sont à votre service et non pas vous qui êtes au service des autres. Et pendant longtemps, donc, comme je l'ai dit, on a eu cette administration où l'administré ne vient pas comme un client, mais il vient comme quelqu'un qui vient commander un service. Et du coup, quand on est dans ce type de rapport, bien évidemment, il est facile qu'à un moment donné, un certain nombre de pratiques s'installent. Parce que pour avoir les faveurs du chef, pour avoir les faveurs du naba, pour avoir les faveurs du nouveau colon, on est obligé soit d'avoir une proximité ethnique avec lui, soit une proximité politique et idéologique, soit une proximité religieuse ou communautaire. Et pendant longtemps, malheureusement, notre administration a fonctionné comme ça et continue de fonctionner comme ça. On nomme quelqu'un parce que c'est mon promotionnaire, on nomme quelqu'un parce que nous sommes du même village, de la même ethnie, on nomme quelqu'un parce que nous sommes du même parti politique. Et donc le problème, il est vraiment grave. Et il faut apporter des remèdes urgents. Tout ça rentre dans le cadre de la construction d'un État-nation, où ce qui prime, comme Jusva le disait tout à l'heure, c'est les valeurs de travail, c'est les compétences, etc. Et j'espère véritablement qu'on a amorcé là un tournant décisif dans notre administration pour faire en sorte que désormais ce soit donc la qualité des personnes qui prime sur les autres considérations. Évidemment,
en dépolitisant l'administration. L'objectif recherché, c'est d'avoir une administration efficace, une administration efficiente, une administration responsable, une administration au service des populations. En tout cas, si l'objectif est le cas, cette démarche est à encourager. Mais il faut signaler aussi que le plus souvent, ce sont nos autorités elles-mêmes qui ouvrent la porte à ce genre de comportement. Je veux dire les autorités au plus haut sommet. Parce qu'on a vu malheureusement dans nos pays, surtout ces dernières années, on a privilégié toujours les amitiés, on a toujours privilégié les camarades politiques. Et puis, il y a des compétences qui sont là, à côté, parce que simplement, ils ne sont pas du même bord politique que le chef. On ne les nomme pas, on ne les utilise pas. Alors que ce sont des fonctionnaires qui sont tout aussi compétents et qui sont là pour servir leur pays. À mon avis, donc, c'est une bonne démarche et nous espérons que cette démarche-là ira jusqu'au bout et que l'ensemble des acteurs se feront complices de cette démarche-là et que surtout les populations elles-mêmes, les administrés qui sont donc les bénéficiaires des services de l'administration publique ouvriront l'œil et se mettront à disposition pour surveiller les acteurs et surtout pour faire en sorte que cette loi-là ou ce décret ou en tout cas ces décisions-là qui seront prises soient adoptées dans la réalité sur le terrain. Alors le juge Ouédraogo l'a dit, il faut souvent une implication au plus haut sommet de l'État. Est-ce qu'il y a une réelle volonté au plan étatique de venir à bout du phénomène lorsque l'on prend en exemple certaines nominations que l'on a vues sous ce régime de transition? Mais c'est bien, ça laisse ça aussi là où je mets un peu un bémol. Quand on a l'envie de donner la leçon, je pense qu'on est soi-même la leçon. Le problème, c'est qu'on a eu des nominations qui ont été décrites récemment, parce que cela devrait se faire dans un processus que l'on connaît depuis, c'est-à-dire qu'appel à candidature et autres. Mais on a foulé ça au pied, on est revenu à un ancien système où c'était à qui décide, où celui, comme on aime à le rappeler, celui qui s'est battu pour la chose, c'est pour lui la chose. Donc il décide de qui il met où il veut. Alors que ça, je pense qu'on était passé à une autre étape récemment. Maintenant que ce soit les mêmes qui viennent nous dire il faut dépolitiser l'armée, il faut dépolitiser notre administration. Pour les postes techniques, il faut mettre la compétence, il faudrait qu'il y ait la méritocratie. Alors là, on se pose des questions. Quand on dit dépolitiser, j'ai dit ici que pour moi, il y a dans la dynamique, relativement au contexte, à remettre aussi certaines choses dedans. Est-ce que dépolitiser aujourd'hui, c'est dire que c'est ceux qui partagent des convictions politiques vers lesquels on doit beaucoup plus regarder pour ne pas qu'ils aient le penchant de mettre leurs amis là où il ne faut pas. Mais est-ce que c'est le politique qui gère le pays actuellement? C'est les militaires. Pour rappeler certains propos de certains, ils sont montés en puissance dans notre administration. Si le militaire est venu aujourd'hui à Kosiam, il est devenu politique. Qu'est-ce qu'on fait? Militarisation de l'administration ou politisation de l'administration? Donc quand on veut dépolitiser, il faut donner la leçon. Il ne faudrait pas que ses amis ou les gens en qui on a confiance, qui sont du même bord que nous, qui sont militaires parce que c'est à eux on a confiance, qu'on les propulse tous et qu'on dise aux autres, non, vous n'y avez pas droit parce que. Quand on veut donner la leçon, on est à la leçon. Donc pour moi, voilà pourquoi je mets déjà un bémol. Parce que la leçon elle-même n'est pas forcément donnée. Et puis les dynamiques là, je dis toujours que quand on fait des constats et quand il y a des critiques qui viennent, il faut accepter de corriger. Même quand vous prenez le ministère de la fonction publique, et le ministre là qui est à côté de lui, son homme de main, c'est celui avec qui il a fait toutes les marches et comment on appelle ça, à chaque fois qu'il y avait des interviews, soit il était à gauche ou il était à droite derrière lui, c'était comme ça, mais c'est lui qui l'a mené à côté. Je lisais et je regardais un peu, il faut dépolitiser au niveau des postes techniques, c'est ce qui est précisé. Maintenant, c'est quoi un poste technique? Quand vous lisez, ils identifient les postes directeurs généraux, secrétaires généraux des ministères et autres. Mais quand vous regardez dedans, la plupart des gens qui ont été bombardés là, c'est les amis d'eux et puis les proches d'eux. Ce qui vaut pour les autres là, pourquoi est-ce que ça ne vaut pas pour vous?
Donc, quand on veut entrer dans une dynamique, on veut l'enclencher, on commence par en donner l'exemple. Parce que ce qu'on trace, ce n'est pas pour les autres, c'est pour tout le monde. Et quand on a l'impression que vous ne vous y pliez pas d'abord, ça devient compliqué. Pourquoi est-ce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des noms qui résonnent comme étant des exemples? Quand on parle de la période Thomas Sankara et tout, c'est parce que l'homme au moins faisait ce qu'il disait. Toutes les personnes qui restent dans leur gestion, dans les mémoires, sont des personnes qui ont donné l'exemple dans ce qu'ils demandaient aux autres. Ça ne dépasse pas ça. Tant que vous voulez que ce soit les autres qui l'appliquent, et vous non, ça ne va jamais prospérer. Je ne dis pas que la dynamique n'est pas bonne, elle est bonne, il faut mener la réflexion sur comment encadrer cela, mais il faudrait aussi que nos autorités commencent par donner l'exemple. Si on veut dire dépolitisation aujourd'hui, ça concerne aussi la démilitarisation de notre administration. C'est eux qui sont au pouvoir, ils sont concernés par la dépolitisation. Alors, juge Ouédraogo, il y a le juge Bara qui soulève un aspect assez important. On est sur le point de mettre en place un projet de décret portant dépolitisation de l'administration et à l'inverse, on assiste à une militarisation de la gouvernance. C'est triste, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. On l'a toujours dénoncé ici. Malheureusement, ces derniers temps dans ce pays, quand on dénonce, on est perçu comme un ennemi, on est perçu comme quelqu'un qui n'est pas patriote, on est perçu comme quelqu'un qui veut mettre des bâtons dans les roues de ceux qui dirigent aujourd'hui. Alors que l'objectif recherché, c'est justement de faire mieux, c'est de nous améliorer pour tirer notre pays vers le haut. On a vu tous ici qu'au niveau de la RTB, par exemple, les années antérieures, ces dernières années, on a obtenu, et ça aussi grâce à la lutte des organisations professionnelles des médias, on a pu obtenir que, par exemple, le DG de la RTB, la télévision nationale, ne soit pas choisi comme ça par le politique et que ce soit plutôt par appel à candidature. Mais lorsque le pouvoir de la transition est arrivé, tout de suite, on a décagnoté le DG qui était là et on a, contre vents et marées, mis un nouveau DG sans appel à candidature, en violation flagrante des textes. On a piétiné les textes et puis on avance. On a déploré cela, on a dénoncé, mais ça n'a rien changé. On a vu dans d'autres postes aussi où des gens, du jour au lendemain, se sont retrouvés simplement parce qu'ils étaient l'ami à un tel ou le cousin à un tel ou le protégé à un tel. Et ce type de comportement, justement, comme je le disais, tire l'administration vers le bas. Et il a évoqué également la question de la militarisation de notre administration, pour ne pas dire la militarisation de notre landerneau politique, parce que sans créer des partis politiques forcément, il faut souligner que depuis 1960 à l'indépendance, donc à nos jours, les militaires ont dirigé ce pays pratiquement 50 ans. Les 12 ans restants ont été partagés donc entre les civils, Roch Kaboré, Yamoyogo Maurice, et puis dans une moindre mesure et le président Kafando. Ça veut dire qu'il y a du travail à faire et qu'il faut travailler à mener la réflexion sur comment éviter justement que les militaires s'invitent permanemment et régulièrement dans notre vie politique. Parce que la dépolitisation de l'administration aussi va avec la démilitarisation de l'administration. C'est vrai, ce sont des Burkinabés, ils peuvent servir à n'importe quel poste, même étant militaires, et ils ont de la qualité, personne ne dénie cela. Mais dans notre contexte aujourd'hui, marqué par une guerre qu'on a du mal à gagner depuis 7-8 ans, il n'est pas sain de voir des militaires qui auraient pu être utiles au front se retrouver dans des bureaux feutrés à Ouagadougou. Cela est regrettable, mais on espère que très rapidement, les autorités actuelles qui veulent montrer la voie à suivre en termes de dépolitisation de l'administration vont eux-mêmes se mettre très
très rapidement à donner l'exemple, parce que c'est de ça que nous avons besoin. Les gens ont dénoncé, ils ont fait la sourde oreille, mais j'ai toujours dit qu'il n'est pas tard pour bien faire. Voilà, parce que vraiment, le meilleur exemple qu'on puisse donner, c'est de s'appliquer soi-même les décisions qu'on veut appliquer aux autres. Quand le chef donne le bon exemple, les autres sont obligés de suivre. Mais quand le chef donne des directives et que lui-même, il ne respecte jamais ces directives, il est le premier à violer ces directives-là, évidemment, on ne peut que se retrouver dans des situations où rien n'est respecté. Même au-delà même des textes, dans les faits, les textes actuels de l'administration peuvent éviter justement que l'administration soit dépolitisée. On n'avait véritablement pas besoin d'en arriver à ces textes-là, parce qu'un fonctionnaire sait que l'un des principes cardinaux de son travail, c'est la neutralité. On ne traite pas les dossiers en regardant l'appartenance politique d'un tel ou d'un tel. Ça, ce sont des choses connues. Nos parents et nos grands-parents qui ont servi l'administration publique n'ont pas eu besoin justement de ce type de loi-là pour servir l'administration avec efficacité, avec responsabilité et avec diligence. Malheureusement, de génération en génération, certains politiques, pour cacher leur incompétence et pour piller mieux les ressources de ce pays-là, étaient obligés de s'entourer de personnes de même acabit qu'eux. Et donc, du coup, on s'est retrouvé, sans le vouloir forcément, avec une administration où, une fois de plus, c'est le copinage qui compte, c'est l'appartenance à des partis politiques qui compte. Au point où, aujourd'hui, les gens ont du mal à s'engager sincèrement en politique pour défendre des valeurs, pour défendre des idéaux. Les gens s'engagent en espérant que justement ils puissent avoir des postes de nomination. Les gens s'engagent en espérant que, bon, même quand il va déconner, à partir du moment où il est du même parti politique que le DG, que le ministre ou que le SG, évidemment, il ne sera pas puni. Ailleurs, on remarque que les postes techniques, comme les secrétaires généraux des ministères, ils sont pratiquement inamovibles. C'est la mémoire de l'administration. Certains directeurs généraux ne bougent pas du jour au lendemain au gré des desiderata du chef. Non, ce n'est pas comme ça. Mais regardez chez nous, l'administration dans les ministères. Il y a des SG qui sont nommés, 3 mois, 6 mois après, on les change. Donc, permanemment, on est en train d'effacer l'ardoise. Et on est obligé souvent de courir derrière certaines personnes qui souvent même partent avec les dossiers quand ils sont affectés. Et il faut courir pour colmater les brèches. Et du coup, on a une administration inefficace, une administration corrompue, une administration pourrie. Heureusement que jusque-là, on a des hommes compétents, des hommes de qualité qui refusent toute corruption, qui font de façon consciente leur travail et qui servent ce pays comme ils le peuvent. Et très souvent, ce genre de personnes sont combattues dans notre administration publique parce qu'ils sont perçus comme la peste, parce qu'ils empêchent les autres de tourner en rond, parce qu'ils empêchent les autres de dealer, de voler, de corrompre, de détourner, etc. Et en tout cas, si nous voulons aussi un pays en paix, un pays développé, un pays où il y a une sorte de stabilité, cela passe également par une administration efficace, efficiente, au service des populations, parce que certaines populations, il faut le dire, se sont révoltées aussi avec l'administration publique, simplement parce que nous avions des administrations et des responsables d'administration qui se comportaient pire que le colonisateur. Et nous passons au deuxième sujet enrôlé pour la présente convocation. On le sait, le gouverneur de la région du Nord, à travers un communiqué, a indiqué les provinces et communes concernées par l'interdiction sur la circulation d'engins motorisés. Il s'agit du Nord, il s'agit du Yatenga, du Lorum et du Zandoman. Quel est votre regard déjà sur la question, juge Vaha, quand on sait que c'est des mesures qui avaient été testées sous les précédents régimes? Oui, bon, maintenant, il y a les contextes qui peuvent être différents, testés, mais appliqués comment?
même pour certaines restrictions. Je pense qu'on en avait déjà parlé ici sur ce plateau, avec les couvre-feux et tout. Une mesure ne vaut rien d'autre que relativement aux éléments que vous mettez pour son respect. Vous dites couvre-feu à une certaine heure, les populations sont informées, tout le monde reste chez lui. Maintenant, ça veut dire que celui qui se hasarde à sortir peut être assimilé à ceci. Mais le problème, il faudrait que vous fassiez de bonnes patrouilles, il faudrait que vous veilliez à ça. Mais pendant que la population reste chez elle, cloîtrée, ce qu'elles entendent, c'est des cohortes de motos qui passent. Et c'est dans les nuits même qu'on attaque. Bon, on se pose des questions. Donc, la mesure ne peut pas atteindre son objectif escompté, puisque vous ne mettez pas les moyens pour son respect, vous ne mettez pas les moyens pour ce à quoi ça devrait servir. Je crois que c'est ça le problème. Je pense qu'aujourd'hui aussi on est dans un autre contexte. On a eu les dernières communications selon lesquelles on est beaucoup plus dans l'offensive, où il y a des zones qui ont été même délimitées et des délais donnés pour que des populations les quittent, parce que on veut aller dans de l'affrontement direct avec ceux qui seraient restés, parce que donc de façon par déduction étant des terroristes. Donc on est un peu dans ce contexte-là. Et on espère que les mesures qui sont prises iront donc avec la forme qui va, iront donc avec les éléments que les forces de défense et de sécurité auront et devront mettre en branle pour que les choses changent. Même quand vous prenez le cas de la vente de motos et tout, comme cela avait été fait, c'est parce que petit à petit on s'est rendu compte que c'est le moyen de déplacement par excellence. Mais en même temps aussi le problème c'est que c'est celui des populations parce que c'est le moyen le plus adapté dans ces zones-là. Mais bon, on est dans une difficulté aujourd'hui, c'est que on a l'impression que il faut peut-être les isoler. Et c'est la meilleure façon de les attaquer. Quand on lit un peu tout ce qui est en train d'être fait, c'est comment est-ce qu'on essaie d'isoler l'ennemi et l'attaquer. Parce qu'on a conscience aussi qu'il se confond à la population. Maintenant, évidemment qu'ils ont des camps, évidemment qu'ils ont des lieux dans lesquels ils se retrouvent. Il faut isoler et puis attaquer. Je pense que toutes les mesures qui sont en train d'être prises, je ne suis pas puriste de la question militaire, mais on a l'impression que c'est un peu ce à quoi c'est en train de s'assimiler. Donc, pour moi, s'il y a la réponse qui va avec, c'est-à-dire qu'on prend la mesure. Maintenant, on met les moyens pour veiller à. Je crois que ça porte des fruits. Et je dis, on est dans un autre contexte. On n'est plus sous Roch Kaboré, on est sous le président d'Amiba. On espère que dans tout cela, on verra la montée en puissance dont on nous parle, parce qu'il y a beaucoup de mesures, quoi qu'on dise aussi, qui sont sorties en laissant en train de tenter des éléments. Mais on espère que ça va donner leurs fruits. Mais sinon, on aura aussi le temps de l'observation et puis revenir encore ici faire la lecture de ce que ça a apporté. Alors, juge Ouédraogo, il y a des mesures qui sont prises et on le sait, le chef de l'État avait promis 5 mois pour faire son bilan. Avec le regain d'attaques terroristes ces dernières semaines, est-ce que ce ne sera pas un peu ambigu ? Non, ça ne sera pas ambigu. Il va faire le bilan de ce que nous avons tous constaté. Ça ne peut pas être plus que ça. Évidemment, on aurait tous voulu que ce soit un bilan très positif, un bilan qui montre que notre armée monte effectivement en puissance, que des zones entières ont été libérées et que des populations sont reparties chez elles. Du reste, c'est ce que le président d'Amiba lui-même avait indiqué comme indicateur de performance. Il a dit qu'il sera jugé sur cette base-là. Donc, on attend son bilan, mais chacun de nous peut essayer de faire son propre bilan sur ces 3, 4, 5 derniers mois. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que nous connaissons individuellement des villages qui ont été libérés? Peut-être que les Burkinabés feront des témoignages pour montrer que chez nous ici, en janvier 2022, voilà là où nous étions en termes donc d'insécurité. Aujourd'hui, 6 mois après, voilà où nous en sommes. Ça, ce sont des éléments concrets qui pourraient permettre évidemment de juger
de la pertinence des dispositifs qui ont été mis en place pour lutter contre cette insécurité-là. En termes également de retour des déplacés internes chez eux, on pourra regarder, est-ce qu'il y a des populations qui étaient dans tel camp de réfugiés immatriculés, qui ont, du fait de la montée en puissance de notre armée, réussi à regagner chez eux. Ça, ce sont des indicateurs qui vont nous permettre de voir cela. Bientôt, ce sera la rentrée. Et évidemment, le président d'Amiba va faire son bilan avant la rentrée. Mais les écoles ouvertes aussi sont des éléments qui pourraient permettre, évidemment, de juger de la qualité du travail qui a été abattu sur le terrain. Il est évident que nos hommes se battent sur le terrain avec les moyens à leur disposition. Ils obtiennent ça et là des résultats qui nous permettent jusque-là d'être debout et de continuer chacun à vaquer à ses occupations, même s'il y a la peur au ventre. Mais l'un dans l'autre, nous attendons le bilan à mi-parcours du président d'Amiba. Nous espérons que ce soit un bilan, en tout cas, tel que nous le constatons au quotidien, et que rien ne sera grossi, et que rien non plus ne sera caché ou mis sous le boisseau pour une quelconque raison. Tout ce que le peuple souhaite, c'est qu'il y ait la transparence, c'est qu'il y ait la vérité, rien que la vérité et toute la vérité sur ces questions-là. Parce que pendant longtemps, l'une de nos plaies, justement, c'est d'avoir camouflé, justement, nos faiblesses, nos insuffisances, au lieu de les traiter. On ne dit pas de l'exposer aux yeux de l'ennemi, mais au moins, sur un certain nombre de questions, il aurait fallu prendre à témoin nos populations, parce que c'est au nom d'elles et pour elles que nous dirigeons. Et évidemment, quand on dirige, on doit pouvoir être à mesure de dire ici ça a marché, ici ça n'a pas marché, voici les raisons pour lesquelles ça n'a pas marché, voici les moyens que nous comptons mettre en œuvre pour que au prochain bilan, évidemment, il y ait plus de résultats. Mais malheureusement, chez nous, comme on l'a dit quand on parlait tout à l'heure de l'administration publique, l'essentiel c'est de poser des actes. Les résultats, on s'en fout souvent. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, ce n'est pas trop notre problème. On dira toujours, nous avons fait, voilà ce que nous avons fait, sans mesurer, sans quantifier en termes de résultats ce que ça donne. Généralement, ce n'est pas la préoccupation des gens. Les gens vous diront, nous avons fait tel nombre de missions, tel nombre d'opérations, tel nombre de ratissages, tel nombre d'offensives, etc., de patrouilles, mais ils ne disent pas qu'est-ce que cela a permis d'obtenir. Et du coup, on est dans une sorte de perpétuel recommencement et nous espérons que, en tout cas, nous encourageons nos autorités à aller vers des actes qui produisent des objectifs ou en tout cas des résultats concrets qui sont quantifiables, qui sont mesurables. Pour ce qui concerne les motos, je suis parfaitement d'accord avec Juge Vaha. Quand on prend des décisions, il faut s'assurer d'avoir les moyens de les appliquer. Sinon, l'autorité de l'État s'affaisse. On décide qu'aucune moto ne doit circuler dans telle localité, telle localité, telle localité. Les populations, au départ, essaient de respecter. Premier jour, ils respectent, deuxième jour, ils respectent, troisième jour, ils respectent, et puis après, ils se rendent compte qu'autour d'eux, il n'y a aucune autorité pour permettre d'appliquer cette loi-là. Parce que finalement, il faut se dire que c'est des restrictions des libertés, et les populations ne sont pas souvent sensibilisées suffisamment sur l'impact de ces décisions. Donc, pour eux, on vient les imposer des choses. Je roule sur ma moto, je vais d'un village A vers un village B, et sous prétexte de lutte contre le terrorisme, on me dit de ne plus circuler. Mais on ne prévoit pas un autre dispositif pour me permettre d'aller d'un point A vers un point B. Donc je dois rester là assis, je ne dois plus bouger. Qu'est-ce que les autorités font en contrepartie? On sait que c'est très difficile, mais il faut toujours, dans la prise de décision, tenir compte aussi que les populations ont besoin de se déplacer. Et quand on leur prive de ces moyens de déplacement qui leur servent assez souvent, soit d'ambulance pour aller d'un point A vers un point B,
les gens sont obligés d'utiliser les motos pour amener les femmes enceintes à l'hôpital, des malades, etc., etc. Et pour d'autres raisons. Il faut aller chercher souvent l'eau et on le fait aussi par moto. Il faut aller chercher des aliments, etc. Donc quand on coupe ces moyens de déplacement-là, il faut s'assurer qu'il y a des alternatives qui peuvent être proposées de sorte à ce que les populations ne se sentent pas obligées de braver ces décisions-là. Et quand on n'a pas la possibilité de leur imposer le respect, après ça devient une cacophonie et les gens se disent que dans tous les cas, les autorités prennent les décisions, mais ils ne sont pas capables de l'appliquer. Et comme je l'ai dit, malheureusement, ça contribue à tirer vers le bas l'autorité de l'État. D'accord. Alors, juste des mesures sont prises. Il y a même eu le rappel de près de 200 retraités des forces armées nationales. En gros, on peut dire qu'il y a des victoires lorsqu'il y a des ripostes, mais est-ce que la posture beaucoup plus défensive ne nuit pas un peu à notre armée? Non, ça on l'a compris. Et je pense que c'est ce qui avait été critiqué sous Roch Kaboré, d'être plus attentiste et de ne pas sentir une armée qui ait cette rage-là d'aller de l'avant. Parce que la vision elle-même n'était pas si bonne, la stratégie ne semblait pas être celle d'un non-tâtonnement. Maintenant, ceux qui sont venus ont voulu trancher avec ça. Au moins, il y a beaucoup de choses qui sont tentées. Il y a le côté N qu'on a vu, qui a été mis en place, qui met en avant le théâtre des opérations. Ça veut dire que pour moi, c'est la question du terrain, on est dans l'offensive. Maintenant, c'est des choses qui sont tentées. Mais en face aussi, disons le tout net, ce ne sont pas des terroristes qui dorment. Alors que le problème n'est pas le bilan de ce que vous avez tenté, c'est le bilan de ce que ça a eu comme résultat. C'est la nuance qu'il faut faire. Et alors qu'aujourd'hui, la plupart des Burkinabés ont le sentiment que pour leurs parents qui sont restés au village, soit pour la plupart, ils sont devenus des déplacés internes, ou bien ils sont dans des zones où on ne peut plus leur rendre visite. Leur futur heureux, c'est d'être déplacés internes et donc de ne pas mourir là-bas. Donc quand c'est comme ça, c'est un peu compliqué. Donc l'inversion des tendances. Peut-être que aussi, il y a eu vous savez, les espoirs trop forts ont toujours un petit brin de déception. Peut-être aussi qu'en venant, on a minimisé les choses, ou bien en voulant, au regard du désespoir qui était senti, ou en voulant donner un bol d'oxygène, on a dit beaucoup, et on a donné beaucoup d'espoir. Peut-être aussi que c'est cela, mais la réalité terroriste aussi, acceptons-le, c'est une lutte de tous les jours. Quelqu'un qui est prêt à mourir pour accompagner avec lui 10 personnes, c'est différent de quelqu'un qui est en train de défendre des positions pour sauver 10 personnes. C'est jamais pareil. Tout comme construire est difficile et détruire est très facile. Ils ont une option. Leur seule option, c'est détruire. Ça ne demande pas un gros génie, détruire. Mais pour construire, pour préserver, il faut du génie. Il faut du courage, donc de la rage, il faut de la vision, il faut de la stratégie. Et donc c'est difficile. Leur œuvre est beaucoup plus facile. Souvent on se pose la question, comment devant des personnes qui n'ont pas fait Saint-Cyr, qui n'ont pas fait des écoles militaires, on est un peu largué. Mais oui, parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs. Nous défendons une patrie et défendons une cause. Et leur façon de défendre une cause, c'est vous faire mal. Pour faire mal, c'est pas compliqué. Quand vous vous réveillez chaque jour, ce qui est plus difficile, c'est faire du bien. Faire du mal, c'est pas compliqué. Donc c'est ça la réalité. On se rend compte que ce n'est pas facile. Et quand on critique, c'est parce qu'on sait que ce n'est pas facile. Mais c'est parce qu'on sait que vous nous avez donné de l'espoir. Et c'est parce qu'on a besoin de cet espoir. Et qu'on ne peut pas rester là à regarder aussi un pays qui est en train de perdre petit à petit de son territoire. C'est ça la réalité. Donc ce n'est pas qu'on est contre quelqu'un, mais c'est parce qu'on a envie que ça change. Et c'est aussi parce qu'on est conscient que le défi là, il est énorme. Mais c'est notre défi à tous. C'est notre échec à tous si ça arrive. Et puis c'est notre succès à tous. Ce qu'on peut, si c'est la critique, on le fera. Maintenant, c'est qu'ils peuvent, qu'ils le fassent. Ils sont en train de tenter beaucoup de choses. Notre souhait, c'est que ça marche. Mais dans ce qu'ils sont en train de tenter, il faut qu'on leur dise aussi la vérité. Il y a des choses qui ont été tentées avant, mais on n'a pas vu ce qui devrait venir après en termes d'action. Je l'ai rappelé. État d'urgence, c'est bien. Couvre-feu, c'est bien.
les éléments que vous donnez dedans, c'est bien. Mais vous faites quoi pour assurer la suite? Vous dites aux gens, dans certaines zones, on n'utilise plus de moto. Ok, mais ça ne peut pas se faire ad vitam aeternam, ça ne peut pas se faire sur 6 mois, sur 1 an. Ils vont vivre comment? Donc ça veut dire que ça doit être réduit dans le temps avec des actions qui doivent être menées. Pour que parce que les terroristes aujourd'hui, ils ne vont pas respecter ça. Ils sont obligés de se déplacer. Ils vont d'un point à un autre point pour éviter pour éviter que leurs bases soient identifiées. Donc c'est des gens qui bougent beaucoup. Pour bouger, c'est pour ça qu'ils détournent les camions citernes et autres. Ils sont obligés de bouger, mais c'est à moto. Donc dans un temps réduit, on pourrait leur faire mal si vraiment il y a une offensive qui va avec. Maintenant, si ça dure et qu'il n'y a pas cette offensive, il n'y a pas cette réponse qui est faite, les populations commenceront à sentir, comme disait Inoussa, que c'est un peu contre elles. Alors que ça ne l'est pas. Et puis, bon, disons aussi le tout net, les zones qui sont concernées, c'est les zones à fort défi sécurité. Donc ça veut dire que c'est là où, bon, peut-être ceux qui sont restés, il y a la question de résilience, mais ils ne sont pas vraiment ils sont pas si nombreux que ça. Mais et ça, je parle encore avec beaucoup de réserves. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Avec beaucoup de réserves. Mais je veux dire que quand on prend une décision de ce type-là, il faut qu'il y ait la chose qui accompagne. Il ne faudrait pas qu'on reste comme auparavant, coup-feu, et puis tout le monde est assis. Et puis on nous dit encore le matin, quand les gens se réveillent, qu'ils ont tapé dans la nuit. Et oui, mais nous tous, on les a entendus en train de traverser le village avec des motos. On a appelé les personnes indiquées, le renseignement est venu, mais il n'y a pas eu la réaction. Si c'est dans cela, le coup-feu n'a plus sa raison d'être. Maintenant, si les gens vont se déplacer dans ces zones où on a dit aux villageois n'utilisez pas les motos pendant une période, et que les gens se déplacent à moto au vu et au sous de tout le monde, armes en bandoulière, ils vont attaquer et reviennent, les gens vont se dire mais ce qu'ils ont demandé là, c'est pourquoi alors? C'est ça la réalité. D'accord. Et très rapidement, nous passons au troisième sujet enrôlé. Les autorités ivoiriennes demandent la libération sans délai de ces 49 militaires arrêtés au Mali. La crise est désormais indiscutable entre les deux pays. Juge Ouédraogo. En tout cas, il ne faut pas qu'on tente le diable. Il ne faut pas s'amuser avec le feu quand on a autour de la paille. Nos pays sont suffisamment fragiles et notre sous-région souffre suffisamment des questions de sécurité, d'instabilité, de pauvreté, etc. Et ce qui se passe en ce moment entre le Mali et la Côte d'Ivoire est suffisamment grave. Il ne faut rien minimiser. Je disais hier que de part et d'autre, il y a des populations qui vivent dans les deux pays. Et il faut aller vite. C'est dans ces périodes-là qu'on a envie d'entendre la CEDEAO très diligemment, très rapidement se saisir de la question. Mais tout le monde est assis et on regarde. Or, il suffit d'un tout petit incident. Et puis le pire est arrivé. L'escalade est arrivée. C'est comme ça qu'on a regardé la Russie et l'Ukraine. On s'est dit que c'était loin. Les pays forts, entre guillemets, n'ont pas donné de la voix, on n'a pas anticipé, on n'a pas prévenu. C'est ça le drame chez nous. Et aujourd'hui, on regarde le Mali et la Côte d'Ivoire dans une sorte d'escalade, dans des communiqués chacun de son côté, et on ne dit rien. La CEDEAO ne dit rien. L'Union africaine ne dit rien. Je n'ai pas encore entendu non plus l'ONU. Donc on attend que le pire arrive. Je dis non. C'est vrai que chaque partie s'est expliqué. Chacun des lecteurs, des auditeurs ou des téléspectateurs, en écoutant les deux camps, peut se faire une idée. Mais je dis que la Côte d'Ivoire et le Mali n'ont pas besoin de ça. C'est deux peuples liés, aussi bien par l'histoire que par leur population. Et on doit faire en sorte que ça s'arrête. Parce qu'on n'en a pas besoin. Si on rentre dans des considérations du genre, oui, les Ivoiriens n'ont pas prévenu avant de venir, les Maliens disent cela, les Ivoiriens disent non, voici les preuves que nous sommes venus, et en connaissance de cause des autorités maliennes, chacun expose sur les réseaux sociaux, dans l'espace public, des documents qui sont d'ordre privé, etc. Et aujourd'hui, on perd de vue l'essentiel qui est que le Mali est dans une situation déjà difficile
la Côte d'Ivoire aussi est plus ou moins, d'une manière ou d'une autre, sous la menace terroriste, et elle essaie de faire des pieds et des mains pour éviter justement que ces terroristes-là ne s'installent chez eux. Et pendant que les deux pays sont en train de coopérer, parce qu'il y avait déjà des militaires ivoiriens sur le territoire malien, et ces gens-là venaient pour relever. Dans tous les cas, qu'ils aient prévenu ou pas, je pense que les deux pays peuvent s'asseoir et discuter. On peut trouver des moyens non violents de résoudre cette crise-là. Et l'escalade verbale qu'on est en train de constater entre ces deux pays-là, souvent du fait des autorités, souvent aussi du fait de simples citoyens lambda, sont de nature à aggraver la situation. Et je dis que c'est dans ce genre de situation que la CEDEAO doit agir rapidement, que l'Union africaine doit agir rapidement, que nos autorités doivent vraiment se mettre au-dessus de la mêlée et résoudre ce genre d'incidents qui peut arriver dans la vie de toutes les nations à tout moment. Ce sont des incidents qu'on peut régler. Même s'il y avait la volonté pour les militaires ivoiriens de venir en tout cas déstabiliser le Mali, si c'est le cas, ils ont été démasqués. Et je pense que pour ne pas aller plus loin, les autorités maliennes peuvent remettre ces militaires-là à la Côte d'Ivoire et puis trouver le moyen de discuter sans anicroche, mais vraiment en ayant à l'esprit qu'il nous faut la paix dans la sous-région. Il ne faut pas laisser les choses pourrir avant de courir après. Sinon, ça sera désagréable pour notre sous-région qui souffre déjà beaucoup. D'accord. Alors, juge Bara, quand on écoute les communiqués des autorités maliennes et le communiqué également des autorités ivoiriennes, c'est pratiquement le jour et la nuit. Et on se demande aujourd'hui quelle est la solution quand on voit un Mali qui tient à ce que justice soit faite sur ces 49 militaires qui seraient arrivés sans au préalable informer. Et lorsque la Côte d'Ivoire dit il faut libérer sans délai. Moi, je crois que c'est vrai que pour certains, il y aurait eu des problèmes administratifs. C'est vrai qu'il y a des problèmes administratifs, mais je pense aussi que le Mali est dans son droit de tirer au clair quelque chose qu'il perçoit un peu comme une menace. Maintenant, je pense qu'il faudrait, comme le disait Inoussa tout à l'heure, une certaine désescalade. Je pense que le communiqué malien aussi disait qu'il demandait aux autorités ivoiriennes de donner des éléments, voilà, qui pourraient construire un peu leur perception de la chose. Les autorités ivoiriennes qui ont mis du temps avant de réagir. Oui, mais attention, voilà pourquoi je dis que c'est un sujet qu'il faut prendre aussi avec beaucoup de pincettes. C'est depuis 2019 qu'il y a cette mission. Il s'agit du 8e relèvement qui était arrivé. Pourquoi spécifiquement celui-là pose problème? Moi, j'ai fait un peu de recherche et j'ai regardé que disent un peu certains médias, même pro-occidentaux, là, pour qu'on se fasse une claire lecture au regard de ce que dit la Côte d'Ivoire. Je lisais dans Libération, parce qu'il faut rappeler que le porte-parole de la MINUSMA, Olivier Salgado, il indiquait, c'était lundi, dans un tweet, que les militaires faisaient effectivement partie d'éléments nationaux de soutien logistique à la MINUSMA. Maintenant, l'ONU, depuis mardi, je pense lundi ou mardi, avait envoyé des éléments pour voir ce qu'il en était. Et l'ONU est sûre, les hommes n'ont pas le statut d'éléments nationaux de soutien, comme l'a stipulé le Conseil national de sécurité ivoirien mardi. C'est ce qui est dit. L'ONU est sûre. Et j'ai dit, ces hommes n'ont pas le statut d'éléments nationaux de soutien, comme l'a stipulé le Conseil national de sécurité ivoirien mardi. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, il y a le fait qu'il disait que ces éléments seraient venus au Mali dans le cadre de la sécurisation de sites logistiques de la compagnie SAS, comme je disais hier, elle-même qui est mandatée par le contingent allemand de la MINUSMA. Maintenant, le problème, c'est que le contingent allemand, qu'est-ce qu'il dit? C'est qu'il conteste avoir fait appel aux éléments ivoiriens. Ouvrez les guillemets, les détachements NSE sont embauchés par les contingents pour réaliser les tâches hors mandat, comme garder des entrepôts, explique donc Salgado. Maintenant, la MINUSMA n'intervient pas dans ces contrats-là. Ils sont venus comment et nom de qui? Et donc les armes, s'ils n'ont pas qualité pour être là, c'est que les armes aussi,
Ça pose un véritable problème, il faudrait qu'on le dise. On a l'impression de se dire, c'est quand même 49 soldats qui viennent avec... Mais c'est vrai qu'ils viennent relever une mission qui a l'habitude d'être là. Et encore que c'est le fait d'un privé. Et quand vous écoutez l'Allemagne, ils disent de façon claire que ce qui est utilisé en termes de process, il est dévolu aux États, pas à une structure privée. Est-ce que le Mali n'a pas le droit de bien regarder? Oui, le Mali a le droit de bien regarder. Maintenant, c'est parce qu'il s'agit de soldats et de militaires d'un pays qui ont été arrêtés. Mais sont-ils venus en tant que militaires ivoiriens pour une mission qui est acceptée par le Mali et qui, administrativement, dans le process, n'a pas de problème? C'est ça la question aujourd'hui. Maintenant, il y a un Mali aussi qui est en train de faire aussi, il faut le dire, une certaine surenchère, mais qui a le droit de savoir clairement qu'est-ce que ces messieurs-là sont venus faire. Si l'ONU dit, c'est pas nos gars, il y a un problème. Si l'Allemagne, qui à travers le SAS disent on n'a rien à y voir, il y a un problème. Il faut que les autorités ivoiriennes aussi clarifient les choses. D'accord. Et je pense que ça, il faut reconnaître au Mali le droit de demander cela. Maintenant, le Mali, depuis un certain temps, a quelque chose qu'il faut lui reconnaître, c'est qu'il ne passe pas par 4 chemins et puis il ne regarde pas derrière. Comme il s'est comporté avec la France, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de pays africains qui auraient osé dire et faire ce qu'ils ont fait avec la France et les détachements français et européens sur son sol. Ce n'est pas avec la Côte d'Ivoire que le Mali va prendre des gants. Maintenant, il y a une Côte d'Ivoire qui doit s'expliquer, ils doivent se comprendre et les soldats vont rentrer chez eux. Je crois que ça, c'est important. Et c'est sur ces mots que nous mettons un point final à la 3e convocation de la semaine. Je rappelle qu'il était question à cette émission du projet de décret portant conditions et modalités de nomination dans les fonctions techniques. En seconde partie d'émission, il a été question des précisions apportées sur les zones d'interdiction de circulation d'engins motorisés au nord du Burkina. Et enfin, il a été question de la réaction des autorités ivoiriennes à la suite de l'arrestation de ces 49 militaires au Mali. Merci aux différents juges pour les angles de regard et d'analyse. Merci à vous qui l'avez suivi sur les plateformes digitales Facebook, YouTube et sur la télé et également à la radio. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Ici au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Restez fidèles au programme de True TV et Watt FM. Au revoir.